Bonjour, nous allons présenter d'une manière succincte les organisations, les institutions et le budget de l'Europe en 2016. Après cette vidéo, vous pourrez vous reporter quand elle sera publiée à des propositions de mesures pour une Europe réorganisée et modernisée, mesures faisant partie du meilleur programme trouvé par cette étude. Quels sont les principaux objectifs de l'Europe d'aujourd'hui ? Tout d'abord, et c'est bien connu, assurer la paix entre les pays de l'Europe. Ensuite, créer une puissance forte face aux États-Unis d'Amérique, à la Russie et à la Chine. Contrôler ses frontières, coopérer contre le terrorisme, regrouper ses forces de défense, améliorer la prospérité des pays, croissance, chômage, pouvoir d'achat, harmonisation des politiques sociales, etc. Avoir une monnaie unique, préserver l'environnement, permettre la libre circulation des peuples, permettre un libre échange des marchandises, des services et des capitaux. Le rêve de créer une Europe n'est pas récent. Citons quelques dates et quelques faits marquants. Dans l'Antiquité, entre 3005, 3000 avant Jésus-Christ et 300-500 après Jésus-Christ, les Celtes, les Grecs, les Romains rêvaient de créer une Europe. En 800, Charlemagne a été sacré par l'empereur Léon III dans le but de créer un empire catholique. Napoléon Bonaparte rêvait de devenir l'empereur des Européens en créant un empire français jusqu'à sa défaite à Waterloo en 1815. En 1849, Victor Hugo évoquait une Europe fraternelle sur le modèle confédéral des États-Unis. En 1929, Aristide Briand prônait le fait qu'entre les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. En 1946, Winston Churchill proposait une union des peuples d'Europe. Le traité de Rome, en 1957, entre parenthèses, dont on fêtera les 60 ans l'année prochaine, crée la communauté économique européenne. Et en 1962, Charles de Gaulle propose une Europe confédérale. En 1964, Robert Schuman a écrit un recueil d'articles qui d'ailleurs a été publié après sa mort pour l'Europe. En 1992 a été signé le traité de Maastricht sur l'Union européenne. Et en 1999, l'euro a été instauré. Par contre, en 2005, un projet de constitution pour l'Europe a été refusé, rejeté par les Français d'une part et par les Néerlandais d'autre part. Mais en 2007, un traité, le traité de Lisbonne, modifiant en profondeur les traités de Rome et de Maastricht, a été signé. En 2015, les Grecs se sont prononcés par référendum contre un plan d'aide proposé par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Et le 23 juin 2016, le peuple du Royaume-Uni a voté pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit. Les principales organisations européennes, Union européenne, zone euro et espace de Schengen, au 1er janvier 2016, étaient d'un imbroglio que je vais essayer de vous présenter. Voilà les pays qui font partie de la zone euro. Voici les pays de l'Union européenne. Voici les pays qui font partie de l'espace Schengen. Inutile d'insister sur le fait que c'est difficile d'y voir clair. Et d'autre part, on peut même compléter ces organisations avec une association européenne de libre-échange, l'ALE, et d'autre part, enfin pour terminer, un espace économique européen, EEE, qui existe encore. Force est de reconnaître que plus compliqué, c'est difficile de faire. Donc, nous passons sur nos commentaires.
L'espace Schengen. L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, agence appelée le Frontex, gère la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres de l'espace Schengen. Sauf que les frontières de l'espace Schengen sont insuffisamment contrôlées, point sur lequel nous n'insisterons pas. De nouveaux pays sont acceptés dans les organisations européennes sans tenir compte de l'avis des peuples de ces organisations qui ne sont même pas consultés. Donc, certains pays qui ne faisaient pas partie de l'Union européenne et ou de la zone euro et ou de l'espace Schengen ont demandé à rentrer dans ces organisations et ont obtenu de faire partie de ces organisations. Par contre, la procédure de sortie d'un pays d'une organisation européenne est complexe, puisque comme vous le savez au sujet du Royaume-Uni, dans le cadre du Brexit, il faut déclencher l'article 50 du traité de Lisbonne du 1er décembre 2009, et bien sûr, il faut renégocier tous les accords qui avaient été conclus entre le pays et les différents pays membres de l'Union européenne. Il paraît que pour le Royaume-Uni, il y a 84 000 pages d'accords à retraiter. Donc un pays qui ne fait partie de l'Union européenne ou de la zone euro ou de l'espace Schengen, pour sortir, ce qui est le cas du Royaume-Uni actuellement, se met dans une situation de sortie avant de pouvoir sortir réellement. Pour le Royaume-Uni, il est considéré qu'il faudra minimum 1 an et demi, maximum 3 ans ou 4 ans peut-être, je ne sais pas. Les conséquences pour une monnaie de sortir de l'Union européenne sont importantes. En ce qui concerne la livre sterling, après le vote du Brexit le 23 juin 2016, elle a été dévaluée d'une manière significative, puisque en dollars, le jour de l'annonce du Brexit, pour être plus précis, le jour de l'annonce des résultats du vote, la dévaluation se chiffrait à moins 8,07, en euros, moins 8,16%. Et 5 mois après le vote, en dollars, la dévaluation se chiffre à moins 16% et en euros, moins 10%. Les principales institutions de l'Union européenne. Pour les présenter, nous allons utiliser un schéma dont la source est Europa EU, publié par l'AFP. Tout d'abord, il y a le Conseil européen, c'est-à-dire l'ensemble des chefs d'État ou de gouvernement des membres de l'Union européenne qui fixe les orientations générales et les priorités, qui gère les questions complexes ou délicates. Ensuite, il y a la Commission européenne, avec 28 commissaires européens, dont un président bien sûr, qui gère le budget, représente l'Union européenne à l'international. Ensuite, il y a le Conseil de l'Union européenne. Ce sont les ministres des États membres, en fonction des sujets abordés, qui se réunissent et constituent ce Conseil. Ensuite, il y a la Banque centrale européenne, qui gère l'euro et la politique économique et monétaire, et en particulier la stabilité des prix et du système financier. Ensuite, il y a le Parlement européen, avec des membres élus qui examinent et adoptent les lois. Et enfin, il y a la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, un ensemble d'institutions relativement lourd qui a fait que Barack Obama, il y a quelques années, a dit qu'il s'y perdait un petit peu dans toutes ces institutions. On rajoute que la Commission européenne n'est pas élue, ce sont des membres qui sont nommés par les pays, et que le Parlement européen est élu, et que seul
habilité à proposer des lois européennes et à voter le budget, il y a d'une part le Parlement européen et d'autre part le Conseil de l'Union européenne qui propose, et ensuite entre eux ils examinent et ils adoptent. Les institutions européennes imposent de très nombreuses règles complexes dont vous avez certainement entendu parler. Bon, les plus connus qui ont fait l'objet de nombreux articles dans les médias, des règles sur la courbure des bananes, des règles sur les épaisseurs des matelas. Le pouvoir des institutions européennes est très important, car les lois décidées par ces institutions sont imposées aux pays, et engendrant de ce fait une perte de la souveraineté nationale de ces pays. Quelques indications sur le budget de l'Union européenne. Chaque pays contribue à l'Union européenne. La France, en 2016, contribue à hauteur de 21,5 milliards. Par contre, elle reçoit de l'Union européenne 14,3 milliards, soit un reliquat de 7,2 milliards. Le Royaume-Uni contribue à hauteur de 17,5 milliards et reçoit de l'Union européenne 6,5 milliards, soit un reliquat de 11 milliards. Ce reliquat, en son temps, en 1979, avait fait bondir Madame Thatcher avec sa fameuse phrase « I want my money back », qui voulait dire que l'argent que le Royaume-Uni verse à l'Union européenne devrait revenir au Royaume-Uni. Au total, le budget de l'Union européenne est de 155 milliards. Et si l'on regarde les prévisions qui ont été faites entre 2014 et 2020 concernant le budget de l'Union européenne, nous voyons qu'une progression constante est prévue. Il est même prévu que pour 2020, 167 milliards seront versés par les différents pays à l'Union européenne. Quelques mots sur le nombre de fonctionnaires de l'Union européenne. En 2016, les institutions de l'Union européenne emploient 56 000 fonctionnaires et agents assimilés. Et la seule Commission européenne en emploie 32 900. Quelques mots sur les salaires des fonctionnaires de l'Union européenne. En 2016, à la Commission européenne, l'échelle des traitements de base s'échelonne d'environ 2 300 € par mois pour un fonctionnaire nouvellement recruté, à quelques 16 000 € par mois, c'est-à-dire 192 000 € par an pour un fonctionnaire comptabilisant 4 années d'ancienneté au grade le plus élevé. En 2012, 16% des salariés de la Commission européenne gagnaient plus de 100 000 € par an, rapportait le Financial Times. Les administrations publiques, dont les États européens, ne peuvent pas emprunter directement à la Banque centrale européenne. Dit autrement, une administration publique d'un pays, un État, ne peut pas emprunter à la BCE, il ne peut emprunter qu'aux banques qui elles-mêmes se refinancent auprès de la BCE. Donc, les États européens empruntent en particulier aux banques qui se refinancent auprès de la BCE, et les banques empruntent à la BCE à des taux très avantageux. Le principal taux directeur de la BCE se maintient aux alentours de 0,05 depuis 2014, même s'il risque d'être réévalué prochainement. En 2014, l'État empruntait sur une durée moyenne de 10 ans à un taux compris entre 0,90 et 2,5%, le taux moyen étant de 2%.
Les banques font donc payer des frais aux États européens et aux autres administrations publiques, frais qui rentrent bien sûr dans leurs bénéfices. En quelque sorte, elles font travailler l'argent qu'elles n'ont pas. À titre indicatif, la nouvelle tour de la BCE qui a été terminée fin 2014 a nécessité 12 ans de travaux, a coûté 1,2 milliard d'euros avec un surcoût de 40% par rapport au budget initial. Les risques économiques que pourrait engendrer une sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro sont très importants. Les Français devraient en être clairement informés. Ces risques, nous les chiffrerons avec un programme qui simulera la sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro, programme qui sera présenté dans une vidéo de la playlist 6. En conclusion, nous pouvons dire que si de profondes réformes des organisations et des institutions européennes n'étaient pas mises en œuvre très rapidement, l'Europe continuera à ne pas atteindre tous ses objectifs et en particulier à ne pas suffisamment contrôler ses frontières. Dans ce cas, d'autres pays que le Royaume-Uni seront tentés de sortir de l'Union européenne et de la zone euro. C'est justement la préoccupation majeure actuelle des dirigeants de l'Union européenne et d'un certain nombre de dirigeants de pays qui font partie de l'Union européenne. Après cette vidéo, vous pourrez vous reporter aux propositions de mesures pour une Europe réorganisée et modernisée qui sera publiée prochainement dans une autre vidéo. La situation de l'Europe est détaillée dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie.